Madame Kyenge, de m'avoir invité. Merci Dimitri Verdank. Je salue mon ami Mathias et grand frère qui a beaucoup de choses aussi à dire sur le Congo-Brazzaville. Merci mon co-intervenant. Djibouti, juste un mot sur le contexte d'abord, avant de répondre à votre question. Djibouti n'est pas très connu, c'est un petit pays, même si ce n'est pas le plus petit du monde, de par sa superficie, puisque beaucoup d'autres sont derrière. Djibouti, c'est donc là-bas, dans la Corne d'Afrique, sur la rive africaine de la mer Rouge, c'est 23 000 km², un peu plus de 800 000 habitants. Djibouti est dirigé par le même parti depuis son indépendance de 1977. Deux présidents se sont succédés au pouvoir de manière non démocratique. Le premier a coopté son chef de la sécurité et parent, M. Ismaël Omar Guelleh. Il l'a fait en 1999, lequel est toujours au pouvoir. Il vient de s'auto-reconduire pour un 4e mandat. Juste quelques indicateurs internationaux, donc de l'information qui n'est pas de moi, pour vous donner une idée de la situation à Djibouti. Djibouti est classé au 170e rang à l'IDH, à l'indice de développement humain, sur 190 pays. 170e rang sur 190 pays. Au Doing Business, Djibouti est classé au 171e rang sur 189 pays. 171e pour la création d'entreprises, 183e pour l'exécution des contrats, 172e pour le raccordement à l'électricité et 181e pour l'accès au crédit. Djibouti est classé 99e au classement Transparency International sur 168 pays et Djibouti est classé au 172e rang sur 180 pour la liberté de la presse par Reporters sans frontières. À Djibouti, il y a un seul journal, une seule télévision, une seule radio, tous trois contrôlés par les gouvernements. À Djibouti, la société civile est muselée, l'opposition l'est aussi, le défenseur des droits de l'homme le sont, il n'y a pas de journalistes libres. Et les journalistes étrangers sont régulièrement expulsés. Pas plus tard qu'en avril dernier, l'équipe de la BBC a été expulsée. Quelques semaines auparavant, c'était une journaliste du Financial Times qui avait été quasiment chassée par la police. Djibouti est un pays par ailleurs très endetté du fait de la corruption et de la mauvaise gestion, notamment auprès de la Chine, de sorte que nous craignons pour notre souveraineté nationale, puisque d'ici 2018, et c'est une alerte du Fonds monétaire international, ce n'est pas des mois, la dette du pays atteindra le chiffre de 80% du PIB. C'est dire. Ce sont des prêts non concessionnels contractés auprès de la Chine et laquelle Chine le fait en toute connaissance de cause puisque comme l'État djiboutien ne sera pas en mesure de rembourser ses dettes, elle pourra se rabattre sur nos capitaux, sur nos actifs et prendre donc le contrôle de notre port, du chemin de fer et autres. Alors, où plaçais-je le curseur? Initialement, je devais intervenir sur le thème conditions de solidité d'une opposition politique à Djibouti, un thème pertinent, puisque d'ailleurs cela nous le partageons aussi avec d'autres pays d'Afrique. Que faut-il pour être opposant à Djibouti? Je voudrais bien d'abord répondre à cette question. Est-ce qu'on devient opposant parce qu'on est mécontent alimentaire, parce qu'on s'est fâché avec les régimes, parce qu'on veut un portefeuille ministériel, ou est-ce qu'on devient opposant par conviction, parce qu'on croit pouvoir contribuer au changement dans son pays? Moi, je pense qu'être d'abord opposant en Afrique, ce n'est pas facile, ce n'est pas une mince affaire. Moïse Katumbi me le disait tout à l'heure, parce que finalement, ce que nous faisons nous autres en Afrique, ce n'est pas de l'opposition, c'est de la résistance, puisque l'opposition présuppose un minimum de règles de jeu démocratique et un minimum de respect de cette règle de jeu démocratique. Or, en Afrique, c'est l'une des deux parties, le pouvoir, qui fixe la règle et qui en fait ce qu'il veut, au gré de ses intérêts. Il la respecte quand cela l'arrange et il la viole quand cela ne l'arrange pas. Donc il faut plutôt parler de résistance en Afrique et non d'opposition. Eh bien, il faut être. Je pense que la première des conditions en Afrique, c'est d'avoir pour être opposant en Afrique, c'est d'avoir des convictions. Être porteur d'un projet fédérateur qui fédère les citoyens, mais qui rassure aussi les amis du pays. Être courageux parce qu'on est persécuté en permanence. Être persévérant parce que si on n'est pas persévérant, on peut être courageux et sprinter. Être opposant en Afrique, ça relève en fait de la course de fond. Alors si on est courageux, mais juste pour quelque temps, on se lasse vite. Il faut donc du courage qui s'inscrive dans la durée. Il faut aussi une certaine capacité à s'unir avec les autres.
Vous m'excuserez, je dois aller vite. Il y a donc ces conditions-là à remplir pour être opposant en Afrique, mais il y a aussi d'autres conditions qui relèvent, elles, de la communauté internationale. Parce que dans ces combats inégaux, où l'on est seul face à un pouvoir qui use de tous les moyens de l'État, si les résistants africains ne sont pas aidés, ils n'arriveront à rien et la situation pourrissant, le pays s'embraseront les uns après les autres. Djibouti particulièrement est exposé. Djibouti se trouve dans une région troublée. En face, le Yémen brûle. À côté, la Somalie brûle aussi. Il y a des tensions politiques en ce moment en Éthiopie. Il y a des tensions frontalières entre l'Érythrée et l'Éthiopie. C'est donc dans une région particulièrement troublée, avec une population jeune, à dominante jeune, désespérée, qui ne voit pas d'avenir. C'est dire que ces pays encourent un risque énorme de déstabilisation. Dans cette région où les marchands d'illusions et de la mort pullulent, où les jeunes sont facilement manipulés, où on leur promet le paradis, à condition qu'ils se fassent sauter, à condition qu'ils deviennent une bombe humaine, dans cette région, Djibouti traverse une situation particulièrement préoccupante sur laquelle nous attirons l'attention donc de la communauté internationale, à commencer par les parlements européens qui nous abritent aujourd'hui. Nous savons que le Parlement européen a pris une résolution récemment, au mois de mai, qui est intervenue après une autre, en 2013. Cette résolution a besoin d'être suivie activement. Le régime djiboutien est un régime très sensible. Il paraît fort parce qu'il dispose d'un appareil répressif et des moyens de l'État, mais en réalité c'est un régime faible, un régime miné par la corruption, où il n'y a pas de cohésion, où le chef lui-même n'est pas au mieux de sa forme, et qui compte sur les soutiens de l'extérieur. Pourquoi? Parce que Djibouti est un coin stratégique qui abrite une série de bases militaires. Ce n'est pas un hasard. Vous avez là une base américaine, une base française, une base japonaise, la première depuis la Seconde Guerre mondiale, et la toute dernière, une base chinoise. Djibouti devient même un champ de bataille entre puissants de ces mondes. Et compte tenu de cette situation stratégique, pour d'autres pays, c'est les potentiels naturels, ce sont les richesses naturelles. Compte tenu de cette situation stratégique, nous avons le sentiment que nous autres Djiboutiens sommes un peu laissés pour compte, que la communauté internationale ferme un peu les yeux sur les agissements du président Ismaël Omar Guelleh. Eh bien, nous disons à cette communauté de redoubler d'efforts, de faire beaucoup mieux, car ce qui fait Djibouti, ce n'est pas le président Guelleh qui est immortel et qui disparaîtra demain, ce n'est même pas le régime djiboutien qui est appelé aussi à disparaître parce qu'il est à contre-courant de l'histoire, mais c'est le peuple djiboutien qui fait Djibouti. Et si l'on veut que les intérêts que Djibouti permet soient préservés, il faut aider ce peuple djiboutien. C'est en aidant un peuple que l'on préserve ses intérêts avec ce peuple. Et j'en finirai là parce que je ne dispose pas beaucoup de temps et je vous remercie encore.